Les femmes noires sont censées baisser la tête et pleurer. Pourquoi êtes-vous debout, grogna l'agent de patrouille en pointant son arme directement sur une femme noire qui se tenait solennellement au milieu d'un enterrement. Il lança des ordres, la forçant à s'allonger au sol parmi les couronnes, sans autre justification que la couleur de sa peau. Mais ce qu'il ignorait, ce qu'il n'avait pas pris la peine d'imaginer, c'est que la femme qu'il visait était non seulement digne, mais aussi major général de l'armée américaine, une figure respectée au Pentagone. Et cette fois, la loi ne s'est pas rangée du côté de l'insigne. Elle a pris le parti de l'honneur. Quand l'uniforme devient un masque pour la peur, qui ose parler au nom de la justice? Ce matin-là, le cimetière national d'Arlington était enveloppé d'une brume délicate, tel un voile transparent drapant un chagrin encore présent. Le drapeau américain était en berne, alourdi par la brise fraîche de mars. L'air était si calme que le bruit des bottes des soldats marchant sur l'herbe sèche trancha le silence comme une lame. Une rangée de chaises noires était alignée sous un vieux dais de chêne, où la famille endeuillée était assise, droite, immobile, fière, inflexible, tels des mâts de drapeaux refusant de plier. Les enfants portaient des uniformes miniatures. Les adultes ajustaient subtilement leurs médailles. Tous les regards étaient rivés sur le cercueil drapé du drapeau, au centre de l'espace cérémoniel. Personne ne parlait. Personne n'osait tousser. C'étaient des funérailles militaires, un rite sacré où les démonstrations émotionnelles étaient étouffées, ne laissant qu'un seul élément intact, l'honneur. Un SUV noir franchit une porte latérale, le moteur à peine audible. La portière arrière s'ouvrit, révélant des chaussures en cuir ciré qui touchaient le sol avec poids et détermination. La silhouette qui en sortit provoqua un salut réflexif, instinctif, des gardes à proximité. Elle portait un uniforme impeccablement coupé, l'insigne de grade de général étincelant sur son épaule gauche ou une marque acquise non pas dans le confort, mais sur les champs de bataille, tant à l'étranger qu'aux États-Unis. Elise Monroe n'était accompagnée d'aucun entourage, d'aucun bruit, seulement elle-même et une petite urne enveloppée de tissu noir. Elle serait déposée à côté du cercueil, ultime offrande à un soldat qu'elle avait autrefois mené au combat. Son visage était inexpressif, son regard fixe. Mais c'est la gravité de sa démarche, et non ses médailles, qui fit lever tout le monde non par peur, mais par révérence. Ils reconnurent quelque chose de rare, un général venant non pas pour être honoré, mais pour honorer. Un seul homme ne s'est pas levé. Robert Asker, l'officier chargé de la sécurité du périmètre ouest du cimetière, s'avança droit sur le passage du SUV, frappant le capot de la paume de la main avec une telle force qu'il en fit trembler le châssis. Le bruit sec fendit l'air solennel. Un jeune soldat tenant le drapeau du matin tressaillit, laissant tomber le mât de bois avec un bruit sec et résonnant. L'espace se figea. Un enfant au premier rang, vêtu d'un minuscule uniforme, leva les yeux et chuchota à sa mère, « Est-ce que cet homme lui crie dessus ?» La mère baissa la tête, sans répondre. Ses doigts serraient son linge de deuil comme si elle gardait son sang-froid par la seule force de sa volonté. Élise ne bougea pas. Son regard passa de la marque rouge qui fleurissait sur la paume de Asker à son regard froid, gris-ciment. Elle ne recula pas. Asker ne lui offrit aucune politesse, ne lui demanda rien. Il s'avança simplement, se plantant sur son passage avec un mépris affiché. « Je croyais que tu étais avec la chorale, » ricana-t-il, scrutant son insigne comme s'il s'agissait d'une petite trouvaille achetée dans une boutique de souvenirs. Un garde jeta un coup d'œil à l'autre, mais aucun n'intervint. Sans un mot, Élise sortit un petit portefeuille en cuir, en sortit sa carte militaire et la brandit avec une précision mesurée. Asker ne la prit pas. Il y jeta un coup d'œil, puis dit assez fort pour que la foule l'entende, « Ils font vraiment bien ces trucs-là de nos jours, surtout ceux qui essaient de prouver quelque chose. » Du coin salon parvint à son étouffé peut-être un sanglot, peut-être des dents serrées. Personne ne pouvait le dire. L'expression d'Élise ne changea pas. Elle rangea sa carte d'identité dans sa poche et s'avança vers le cercueil. Asker leva le bras pour la bloquer et siffla, « Vous ne pouvez pas passer. C'est une zone cérémonielle restreinte. Vous n'êtes pas sur la liste d'autorisation. » Un vétéran plus âgé, assis au deuxième rang, se pencha vers son voisin et murmura, « Allons-nous enterrer un soldat, ou enterrer l'honneur lui-même ?» Les mots ne firent pas long feu, mais ils frappèrent comme un marteau silencieux. Personne n'est intervenu. Non pas parce qu'ils étaient d'accord avec Asker, mais parce qu'ils hésitaient. S'ils se levaient, le système les soutiendrait-il? Le ciel s'assombrit. Une rafale de vent souffla, faisant onduler le drapeau du cercueil, puis s'immobilisant, comme s'il baissait la tête. Élise ne bougea pas. Ses chaussures noires étaient à moins d'un pas de celles d'Asker.
Son regard n'exprimait aucune colère, seulement quelque chose de plus froid, l'immobilité de quelqu'un qui refusait de s'effacer. Asker tressaillit légèrement, mais tint bon. « J'ai le droit de poser des questions, rétorqua-t-il, et vous n'avez pas le droit de répondre. Sans l'autorisation du commandement, vous n'avez rien à faire ici. Ne croyez pas que ces étoiles vous dispensent de toute inspection. Nous sommes ici pour protéger l'honneur. » Mais dans son ton, il n'y avait aucune conviction, seulement de l'hostilité. Du côté gauche du cimetière, quelqu'un soupira. Le porte-drapeau leva de nouveau le mât. L'enfant observait toujours Élise, sentant, même sans le comprendre, qu'on l'éloignait d'un lieu qui lui appartenait. Élise se tourna vers le cercueil. Elle ne s'approcha pas, ni ne recula. Sa main se serra autour de l'urne comme un souvenir qu'elle ne laisserait pas se briser. Elle ne demanda aucune permission. Elle n'en avait pas besoin. Elle se tenait là, comme un monument à tous ceux à qui on avait dit qu'ils n'étaient pas dignes d'appartenir. Et puis, dans ce silence haletant alors que le mémorial était suspendu au tressaillement d'une main qui n'aurait jamais dû tenir une arme, une vérité surgit, plus forte que le rang ou les ordres. Ce n'était pas un champ de bataille. C'étaient des funérailles. Et celui qu'on honorait avait été éclipsé par une démonstration de force grossière. Élise n'avait pas besoin qu'on prononce son nom. Son nom et son refus de bouger étaient déjà gravés dans l'esprit du moment. Elle resta immobile, sa main gauche tenant toujours l'urne. De la droite, elle sortit à nouveau sa carte d'identité militaire. Le soleil de midi se déplaça, illuminant la face métallique de la carte. Elle brillait non pas de décoration, mais du poids des années, du sang, du service. Et pourtant, pour Asker, son silence ressemblait à un défi. Il fit un pas en avant et lui arracha la carte d'identité des mains. Le geste était brutal, agressif. L'ourlet de sa veste tremblait sous la force. Tenant la carte bien haut, il l'inclina au soleil comme un vendeur vérifiant un faux billet. Puis il cracha sur l'herbe à ses pieds. Le silence retomba, plus froid cette fois, plus lourd. Le bruit des bottes de l'escouade de cérémonie, marchant au loin, s'arrêta net. La tension s'évanouit. La suspicion était devenue intense. Elle était désormais délibérée. Assumée. L'un des jeunes soldats du flanc gauche, à peine sorti de l'adolescence, impeccable et décoré, fit un demi-pas en avant. Mais la main d'un supérieur se posa doucement sur son épaule. « Ce n'est pas encore le moment, murmura-t-il. Le jeune soldat se figea, non pas de peur, mais de compréhension. Dans l'armée, pas le moment n'était jamais un ordre. C'était un avertissement. Agir en dehors du scénario, c'était tout risquer. Et celle qui portait ce risque se retrouvait désormais seule, la générale Élise Monroe, face à face avec le canon invisible d'une arme appelée doute. Asker tenait toujours sa carte d'identité, la balançant d'un côté à l'autre. Ils font de bonnes contrefaçons de nos jours, dit-il, la voix juste assez haute pour que les caméras du périmètre puissent les capter. Des villes comme Baltimore, Chicago, il y en a plein. Ça a l'air authentique en plissant les yeux. Mais ceux qui ont besoin de prouver qu'ils comptent, ils achètent toujours ça. Surtout quand ils ne méritent pas leur grade. Son ton était calme, mais chaque mot résonnait comme une insulte gravée dans la glace. Derrière lui, dissimulé dans les buissons à gauche de la zone cérémonielle, un groupe d'étudiants en journalisme filmait. L'un d'eux lança une diffusion en direct. La caméra capta tout, le ricanement de Asker, sa main sur la carte d'identité, l'urne dans la main de Monroe, et le regard fixe qu'elle lui rendit, silencieux et empreint d'une vérité inébranlable. Personne au sein du groupe n'a réagi avec panique. Le faible signal 4G avait brouillé l'image, mais 4 minutes plus tard, une retransmission en direct apparaissait sur un forum militaire, sous une légende rouge flamboyante, un policier interroge un général 4 étoiles en direct lors d'un enterrement. Élise Monroe resta muette. Aucune réfutation, aucune justification, aucune réaction. Et, d'une certaine manière, son silence rendait l'atmosphère encore plus hantée. Elle n'éleva pas la voix. Elle n'en avait jamais eu besoin. Élise n'était pas du genre à crier pour attirer l'attention. Au lieu de cela, elle s'avança, face à face avec l'officier Asker, suffisamment près pour sentir son souffle sur son col. Son regard, ni froid ni furieux, le transperça d'un regard qui lui ôtait grade, insigne et faux semblant. C'était le genre de regard qui donnait l'impression de se retrouver devant un miroir, obligé de se confronter à sa vraie nature. Lorsqu'elle a finalement pris la parole, sa voix s'est éteinte, non pas par peur ou par fatigue,
mais avec la conviction que la véritable autorité n'a pas besoin de volume pour être entendue. Tu ne doutes pas de la carte, dit lentement Élise, chaque mot précis et tranchant comme une lame. Tu doutes que quelqu'un comme moi ait le droit de la porter. Il n'y eut ni coup de tonnerre, ni pause dramatique. Pourtant, ces mots résonnèrent dans l'espace, à travers le vent et la tension de chaque respiration retenue. Les têtes se tournèrent, même celles qui avaient déjà détourné le regard. Ce n'était pas la première fois qu'ils entendaient un tel défi. Mais jamais comme celui-ci, jamais aussi froid, aussi posé, aussi dévastateur. Sa résistance était si calme et délibérée qu'elle avait l'impression que l'homme devant elle étouffait son propre honneur. Les lèvres de Asker se crispèrent. Pour la première fois, son expression vacilla non pas de honte, mais sous le choc d'être frappé par quelque chose de bien plus cruel que l'indignation, la vérité sereine. Il ne recula pas. Il ne le pouvait pas. Plus que ça, Hélène n'était pas autorisée dans son esprit, se retirer devant une femme noire occupant un tel rang n'était pas seulement une reddition, c'était un aveu que le système dont il dépendait ne le soutenait plus. « Tu es un sacré orateur », siffla-t-il. Mais selon le protocole, une pièce d'identité ne prouve pas l'identité. C'est moi qui ai le pouvoir de vérifier, et je n'ai pas terminé. Ces mots ne ressemblaient pas à un protocole. Ils sonnaient comme un piège. Un piège destiné non pas à enfermer une personne, mais à entraîner tout un rituel sacré dans la boue de la malveillance personnelle. La foule resta silencieuse, mais des téléphones apparurent non pas pour appeler qui que ce soit, mais pour immortaliser l'instant, un représentant de la loi usant de son autorité pour humilier un symbole de service et de sacrifice. Élise ne broncha pas. Elle tendit la main pour récupérer sa carte d'identité. Asker la garda une demi-seconde de trop, comme un homme en train de se noyer s'accrochant à ses dernières forces. Puis, d'un mouvement rapide et décisif, elle la reprit. Ce n'était pas violent, mais autoritaire. Personne ne vit d'où venait sa force, seulement que lorsque la carte atterrit dans sa paume, le bruit du métal frappant son ongle fendit le vent comme une lame. Elle se détourna et ne dit rien de plus, laissant Asker dans l'allée, la main vide, la bouche entr'ouverte, mais sans voix. Alors qu'il cherchait une excuse, une notification s'alluma sur le téléphone d'un soldat à proximité, diffusion en direct, flic contre général. 120 000 personnes regardent actuellement. Aucun ordre ne fut donné. Aucun slogan ne fut scandé. Pourtant, du premier rang, une femme, la mère du soldat tombé, se leva. Son enfant portait un uniforme miniature. Elle ne protesta pas. Elle se contenta de s'avancer dans l'allée et de se diriger vers le cercueil. Elle ne regarda même pas Asker. Elle se contenta de regarder Monroe et hocha la tête. Un geste qui en disait plus que des mots, la fin de quelque chose qui ne méritait plus d'explication. Le début de quelque chose qui avait été sacré autrefois, et qui devait maintenant être reconquis. À cet instant, personne ne pouvait dire que les funérailles avaient été perturbées. Ceux qui comprenaient savaient, le véritable enterrement venait de commencer. Non pas celui du soldat dans le cercueil, mais celui de tout ce que ce pays considérait autrefois comme intouchable. Élise Monroe s'avança, sans précipitation ni hésitation. Son pas était ferme, chargé de la conscience d'une femme qui avait traversé les champs de bataille, affronté la mort et n'avait jamais demandé la permission de survivre. Ses chaussures noires et cirées effleuraient la terre sèche et craquelée devant le cercueil. Le sol semblait s'exhaler sous sa présence. Elle serrait fermement l'urne, sans qu'une seule cendre ne soit dérangée. Chaque respiration marquait une limite. Chaque pas de plus posait la même question silencieuse. Qui a vraiment le droit de s'approcher ? Asker cligna des yeux. Puis, sans plus de sarcasme, il grogna d'une voix teintée de menace. Arrête tout de suite. Ces mots résonnèrent comme des chaînes de fer sur le béton. Personne ne vit sa main bouger, mais le bruit du glock qu'on dégaina brisa le silence des funérailles comme du verre sous pression. Un crissement métallique perçant traversa la cérémonie, froid, surnaturel, cruel. Tout le monde l'entendit. Personne n'y crut. Élise n'avança ni ne recula. Elle resta immobile, le pistolet pointé sur sa poitrine. Il n'y avait pas de vent, et pourtant le drapeau américain, posé sur le cercueil, s'agita comme pour dire « L'honneur est toujours là, et il est maintenant menacé ». Encore un geste, et je le prends pour une menace, siffla Asker. Son bras était verrouillé. L'assemblée retenait son souffle. Personne n'osait parler. Personne n'osait bouger. Tout le monde attendait, non pas pour voir ce qui allait se passer, mais pour savoir qui serait tenu responsable le moment venu. Puis l'impensable.
Il hurla, non pas parce que quelqu'un résistait, mais parce qu'il avait perdu le contrôle. J'ai dit stop. Le rugissement fendit l'air. Son intensité rompit la gravité du moment. Le portrait au sommet du cercueil s'écroula et s'écrasa au sol. Le verre se brisa. Le cadre se fendit. La photo du jeune soldat, tombé dans un pays lointain, roula sur l'herbe jusqu'à s'immobiliser au pied de Monroe. Tous les regards étaient rivés sur cette image. Un soldat était mort à nouveau, non pas de guerre, mais de l'effondrement de sa dignité. Un lieutenant s'écria instinctivement, tout le monde de retour. Sa voix résonna comme un sifflet de train, mais personne ne bougea. Non pas parce qu'il ne le pouvait pas. Parce qu'il ne le voulait pas. Prendre du recul signifiait accepter qu'un policier puisse dégainer une arme dans un cimetière militaire, sans que personne ne l'en empêche. Un colonel blanc, debout à côté de Asker, s'écarta. Sans un mot. Il traversa le trottoir, les yeux fixés non pas sur Monroe, ni sur l'arme, mais sur le cercueil. Comme s'il se rappelait pourquoi il était venu. Non pas pour soutenir la tyrannie, mais pour honorer les morts. Et Monroe ne broncha pas. La photo gisait à ses pieds, reflétant le visage du soldat tombé ou celui qu'il avait autrefois appelé point commandant, qui avait placé sa vie entre ses mains. Elle ne se pencha pas pour la ramasser. Non pas par défi, mais parce qu'une tête baissée à ce moment-là serait incomprise à jamais. Elle déplaça sa prise sur l'urne pour la maintenir stable. La terre craquelait sous elle ne trembla pas. Elle non plus. Pas de halètement. Pas de supplication. Juste une présence. Un silence plus solide que la pierre. Puis elle regarda Asker dans les yeux. Calme. Clair. Sa voix ne s'éleva pas, car elle savait que dans ce silence, chaque mot percerait son armure, son ego, toute fausseté. Si je meurs ici, a-t-elle dit, tout le pays saura pourquoi. Personne ne pouvait l'oublier en l'entendant. Les cœurs s'agitèrent. Le silence qui suivit n'était pas de la peur. C'était de la reconnaissance. Ces paroles n'étaient pas une menace. C'était un témoignage, un verdict, gravé dans la journée. Et Asker le savait. Il tenait toujours son arme, mais son pouvoir avait disparu. Sa main ne tremblait pas, mais ses yeux le trahissaient. Plus loin, la mère et le garçon en uniforme miniature serraient fermement la main de son enfant. Le garçon, les yeux écarquillés et innocents, regarda Monroe, puis le pistolet, et murmura « Maman, a-t-il peur d'elle » La mère ne répondit pas. Personne ne répondit. Car la question, aussi simple soit-elle, était plus profonde que n'importe quelle accusation. Celui qui tenait l'arme avait peur. Non pas de la violence, mais de perdre le contrôle. Puis une brise passa. Douce. Chaude. Elle hissa à nouveau le drapeau. Et, dans la lumière déclinante du soleil, ses bords brillèrent comme une cicatrice sur le chagrin du jour. Dans un endroit où les armes n'auraient jamais dû exister, une était apparue. Et la seule chose qui se dressait entre cette arme et un acte irréversible était une femme immobile, silencieuse, imperturbable. Pas d'ordre. Pas de cri. Pas de mouvement. Juste une image fixe de défi si complète qu'elle se passait de légende. Tout le monde savait à quoi ils assistaient. Et personne ne l'oublierait jamais. Il ne s'agissait plus d'un policier et d'un général. Il s'agissait de quelque chose de bien plus profond, l'un tentait de préserver son honneur, l'autre, désespéré, de préserver ses privilèges. L'un était prêt à endurer. L'autre, prêt à tirer. Et entre les deux, la mort d'un soldat et la survie fragile d'un principe appelé justice. Personne ne bougeait. Personne ne parlait. Même le Glock dans la main d'Asker semblait superflu dans une scène où chaque battement de cœur était un test de résistance morale. Le vent s'était calmé. Le drapeau ne flottait plus. Les fissures sous les pieds de Monroe ressemblaient à des failles ou des fissures dans le système même contre lequel elle se dressait désormais. Pas avec une arme. Pas avec son grade. Mais avec la présence pure et inébranlable d'une femme en uniforme, debout sur un sol longtemps dressé à se plier à l'autorité blanche. Elle ne broncha pas. Son regard n'était pas attiré par le canon pointé dans sa direction. Il était rivé sur la photo sous ses bottes, l'image d'un soldat tombé, maintenant étendu entre le canon et l'officier qu'il avait autrefois commandé. Bien que personne n'entendît sa respiration, tous sentirent quelque chose surgir du silence. Un tremblement qui ne faisait pas encore trembler le sol, mais qui le fracturait déjà. Puis, à sa gauche,
un général 3 étoiles aux cheveux argentés se pencha légèrement en avant. Son crâne était rasé de près, une main agrippée à une canne, non par révérence, mais par nécessité. Il ne s'effondra pas, mais sa main trembla. Ses doigts serraient la canne si fort qu'ils blanchirent. Une larme unique traça lentement son chemin sur sa joue burinée non pas de peur, mais de honte. Honte pour ce qu'il avait laissé se produire. Honte pour son silence. Pendant trop longtemps, lui et d'autres étaient restés les bras croisés. Non, murmura-t-il, à personne en particulier. Tant que tu resteras debout, nous pourrons peut-être encore sauver le système. Sa voix, vieillie mais non frêle, portait le poids de toute une génération. Ceux qui ont bâti les murs de l'honneur, mais qui ont laissé des fissures comme Asker s'envenimer, se propageant silencieusement à travers le mortier. Monroe ne se retourna pas pour le saluer, mais elle entendit. Son attention resta fixée sur cet espace entre le pistolet et le rituel, où l'honneur était mis en pièces par un homme qui ne comprenait pas que dans l'armée, tout le monde n'a pas le droit de pointer une arme et personne n'a le droit de la pointer sur un sacrifice. Asker maintint sa position, mais sa mâchoire se serra. La sueur coulait à contre-courant sur sa tempe, non pas à cause de la tension, mais à cause de cette soudaine prise de conscience, il ne contrôlait plus le silence. Il n'avait pas l'habitude d'être affronté sans obéir. Pas l'habitude de voir une menace s'évaporer sous le poids d'un regard. Chaque seconde qui passait semblait le déstabiliser un peu plus. Au-dessus de lui, un léger bourdonnement se fit entendre. Un drone planait au-dessus de lui. Personne ne savait d'où il venait, mais son objectif se braqua sur le visage de Asker. Ce n'était pas le zoom erratique des équipes de presse, c'était un zoom délibéré, sans ciller. Comme s'il documentait, gravant chaque détail dans un dossier permanent, le tic de sa mâchoire, le scintillement de ses yeux, la sueur sur son front. Des preuves. Et il le savait. Il ne pouvait pas l'abattre. Il ne pouvait pas le réduire au silence. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était rester là, comme un crime encore inconnu. Derrière lui, en formation de garde d'honneur, un jeune soldat se pencha discrètement vers son sac et en sortit un second drapeau. Il était enroulé dans une housse imperméable. Il n'était pas destiné à remplacer le drapeau principal, mais seulement à servir de réserve. Mais ce mot réserve était éloquent. Personne n'apporte un second drapeau à des funérailles militaires, sauf s'il craint un incident. Il le savait. Il savait que quelqu'un pourrait briser le rituel. Que quelqu'un pourrait dégainer une arme. Ils étaient donc venus préparés, non pas pour pleurer à nouveau leur honneur, mais pour le protéger. Monroe leva doucement son talon droit, puis le reposa exactement au même endroit. Un petit geste, presque imperceptible, mais chargé de sens. Elle ne reculait pas. Elle n'avançait pas. Elle ne ripostait pas, mais elle n'esquivait pas non plus. Dans ses mains, l'urne du soldat tombait. Sur sa poitrine, des médailles épinglées par 3 présidents différents. Mais ce qui l'a ancré à ce moment-là, ce n'était pas le poids de ses distinctions. C'était le choix de s'accrocher à ses principes. Le directeur Asker prit enfin la parole. Sa voix était lente, teintée d'une légère trace de peur. Vous me provoquez volontairement. J'ai le droit de réagir si je me sens menacé. Personne ne répondit. Mais le regard de la foule immobile, froid, inflexible fit tomber ses paroles comme une coquille vide. Contre-productive. Nul besoin de répliquer. À côté de Monroe, le vieux général détourna le visage, non par lâcheté, mais parce qu'il ne supportait pas de voir un homme tenter de se convaincre que dégainer une arme à des funérailles relevait de la légitime défense. Il avait vu de nombreuses morts au cours de sa vie, mais aucune aussi honteuse que celle-ci, la mort de l'intégrité militaire, étranglée par la phrase « J'ai le droit ». L'air du cimetière s'épaissit. Les particules de poussière semblaient plus lourdes, comme si l'atmosphère elle-même se rétractait en signe de protestation morale. Une feuille sèche atterrit silencieusement près de la botte de Monroe rappelant que le temps continuait de s'écouler, même si le système était coincé entre l'honneur et l'autorité, entre la fermeté et la feinte vertu. Puis un klaxon lointain perça le silence. Personne ne bougea. Chacun comprit, le prochain chapitre de cette journée ne serait pas écrit par les politiciens ou la presse. Il serait façonné par la présence silencieuse de ceux qui avaient été là ou ceux qui avaient vu une arme pointée devant un cercueil, un général privé de sa dernière fonction et un système trop lent à réagir. Les personnes présentes garderaient cette trace en elles non pas dans leurs paroles, mais dans leurs yeux. Dans la façon dont elles ont élevé leurs enfants. Dans leur capacité à dénoncer la prochaine fois qu'une arme serait pointée là où elle n'aurait jamais dû l'être. Elles n'avaient pas seulement été témoins de la vérité.
Ils en faisaient désormais partie. Asker resta immobile, la main figée autour du Glock, scrutant le cimetière du regard à la recherche de quelqu'un n'importe qui pour justifier ses actes. Mais personne ne croisa son regard. Aucun hochement de tête de soutien. Aucun geste silencieux. Et puis, comme si une partie de lui avait enfin compris la vacuité de l'autorité à laquelle il s'accrochait, ses épaules s'affaissèrent. Derrière eux, un léger bruit retentit, le déclic d'une arme qu'on déverrouille. 2 agents de sécurité militaire, vêtus de gilets pare-balles sombres, s'avancèrent, les mains posées calmement sur leurs armes de poing. Aucun ordre ne fut crié. Aucun n'était nécessaire. En franchissant le périmètre de sécurité et en s'approchant de Asker, la foule comprit, un chapitre s'était clos. Et il ne s'était pas terminé par des coups de feu, ni par des cris, mais par une prise de conscience. Asker se retourna, sentant leur présence. Il n'eut pas le temps de parler ni même de feindre la surprise. Un officier leva la main dans un ordre discret mais sans équivoque. « Lâche ton arme. » La voix était égale, mais absolue. Non négociable. Asker ricana et cracha. Cosplay politique. Tu crois que c'est un film? Ses paroles tombèrent à plat. Les bancs, les pierres tombales, la foule rien ne répondit. Le silence n'était plus une réaction. C'était un jugement. Les policiers n'ont pas hésité. L'un la désarmait. L'autre la menottait avec une aisance professionnelle, sans résistance. L'espace d'un instant, Asker se figea, comme s'il réalisait alors seulement que dégainer une arme lors d'un enterrement militaire n'était pas son droit. Mais l'instant passa. Les poignets liés, il se tourna vers Monroe, le regarda dans les yeux et grogna entre ses dents. « Je sais qui tu es. Je sais exactement. » Personne n'a répondu. Elle n'en avait pas besoin. Je témoignerai en tant que témoin, pas en tant que victime. Sans fioriture. Aucune équipe juridique n'a été sollicitée. Aucun avocat ne s'est exprimé en sa faveur. Une seule phrase, pourtant suffisante pour déclencher la phase suivante, le moment où la justice a été contrainte de réagir. Le département fédéral de la justice a réagi moins de 6 heures après avoir reçu le document. Un communiqué de presse a été publié sur le portail gouvernemental sans tambour ni trompette, sans conférence de presse, sans encadrement émotionnel, juste des mots, tranchants et glaçants comme une lame. Le communiqué précise, l'incident impliquant l'usage injustifié de la force armée par un policier dans une zone cérémonielle militaire nationale fait l'objet d'une enquête pour violation des droits de l'homme et profanation d'une tradition militaire nationale. L'audience sera rendue publique. Seulement 3 paragraphes. 25 lignes. Pourtant, le langage employé résonnait comme une série de sonnettes d'alarme. Force injustifiée. Violation des droits de l'homme. Profanation du rite militaire national. Pour la première fois, un policier n'était pas seulement scruté pour excès de pouvoir dans un contexte civil. Il était poursuivi au niveau fédéral pour ses actes dans l'un des espaces les plus sacrés du service national. Il ne s'agissait plus seulement d'une erreur judiciaire, mais d'un sacrilège symbolique. Au sein de l'armée, la réaction fut tout aussi résolue. Des courriels internes divulgués révélèrent que plus de 35 généraux d'active avaient signé une pétition. Leur demande, que l'affaire soit jugée publiquement par la presse nationale. Leur objectif, non seulement protéger un individu, mais aussi défendre les valeurs morales qui définissent l'institution elle-même. Dans une lettre privée adressée directement au président de la Cour suprême, un général 4 étoiles à la retraite écrivait « Aucun de ceux qui ont servi sous Monroe ne comprendrait mal ce qui est mis à l'épreuve ici. Il ne s'agit plus d'honneur personnel. Il s'agit de la légitimité d'une nation. » Pendant ce temps, la défense prenait forme. Robert Asker, après plusieurs jours de détention silencieuse, annonça son choix d'avocat. L'homme qu'il choisit était un homme célèbre, une figure familière, tristement célèbre pour avoir défendu les accusés des émeutes du Capitole du 6 janvier. Lors de sa première conférence de presse, l'avocat ne présenta aucune excuse, ni aucune proposition de réconciliation. Il déclara simplement « Mon client a agi dans l'exercice de ses fonctions. Tout exercice d'autorité est justifié si la sécurité est perçue comme menacée. Et personne ne peut prouver qu'il ne s'est pas senti menacé. » C'était un argument dangereux, tranchant comme un rasoir, précisément calibré. Il ne défendait pas l'action, mais le sentiment. Et dans un pays où l'émotion personnelle est de plus en plus invoquée pour justifier le comportement public, ce raisonnement était à double tranchant, mortel et imprévisible. Alors que l'opinion publique se fracture,
la communauté des vétérans a réagi d'une manière inhabituellement unifiée. Une coalition de plus de 60 organisations d'anciens combattants a publié une lettre ouverte adressée au Congrès et au ministère de la Justice. Son titre était « Ne transformez pas la justice en répétition politique ». La lettre affirmait clairement, peu importe à quel parti appartient Monroe. Ce qui nous préoccupe, c'est que des funérailles militaires aient été transformées en un lieu de profanation de grade. Et si cela ne suffit pas à forcer le système à se reconsidérer, alors il a perdu son droit d'exister. Sous la pression médiatique croissante, un nouveau catalyseur a déclenché la tempête. Une vidéo a fuité au sein de la police d'État. Vérifiée comme étant celle d'un briefing de sécurité avant les funérailles, elle a été brève en moins d'une minute mais dévastatrice. Une voix, vraisemblablement celle de Asker, a retenti clairement « Écoutez-moi. Si une personne de couleur tente de se placer dans la file d'attente cérémonielle sans être sur la liste, je lui donnerai une leçon sur place, au cimetière. Pour qu'elle sache où se trouve la file d'attente. » La vidéo s'est propagée en ligne en moins de 3 heures. L'indignation publique s'est transformée en tollé. Le procureur général a été appelé à réagir. Lors d'une conférence de presse spéciale à Washington, il n'a pas récité de doctrine juridique ni prononcé de déclaration préparée. Il a seulement prononcé une phrase, « Peu m'importe qui était la personne qui pointait l'arme sur eux, ce qui m'importe, c'est pourquoi la personne qui tenait l'arme pensait avoir le droit de faire ça. » Au cœur du cyclone se tenait le général Monroe, silencieux. Pas de communiqué de presse. Pas de défense. Le seul contact officiel qu'elle a autorisé durant les 3 jours d'enquête était celui du procureur adjoint des États-Unis. Selon ce dernier, Monroe n'a dit qu'une chose, « Je ne suis pas venu pour être défendu. Je suis venu pour voir comment la justice se construit lorsqu'il n'y a pas de menace. » L'acte d'accusation officiel a été rendu public lors de l'audience préliminaire. Robert Asker a été inculpé de 5 chefs d'accusation fédéraux, usage d'une arme dans une zone cérémonielle protégée par le gouvernement fédéral, menace à caractère raciste, abus d'autorité, entrave aux droits militaires et atteinte à la dignité d'un militaire. Le dernier chef d'accusation, en vertu du droit fédéral, est passible de la peine maximale, réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Les audiences suivantes ont été rendues publiques. La salle numéro 3 du tribunal fédéral de Washington, D.C., a été désignée pour les débats. Tous les dossiers d'enquête devaient rester intacts et inchangés. Plus important encore, aucune personne, y compris les élus, ne serait autorisée à influencer le jury. La loi n'était plus facultative. Elle était devenue un devoir non seulement pour punir, mais pour affirmer un principe essentiel, l'honneur d'un homme en uniforme ne peut être menacé par une arme, puis apaisé par des excuses tardives. Aucun système n'a le droit de laisser un tel acte se produire sans conséquence. L'encre de l'acte d'accusation était à peine sèche. La salle d'audience numéro 3 n'avait pas encore ouvert ses portes. Pourtant, loin des arènes du droit et de la politique, une lettre fut envoyée. Elle ne portait ni sceau gouvernemental, ni en-tête légale, juste quelques lignes d'encre bleue sur du papier blanc. L'adresse de retour, une petite ville oubliée aux portes du Missouri. L'expéditeur, Ruth Darnell, mère du sergent Mason Darnell, le soldat décédé. « Mon fils est mort pour l'Amérique », a-t-elle écrit. Mais l'Amérique n'a pas tenu sa promesse. Pas même à ses funérailles. Il n'y avait aucune accusation dans son ton. Aucune amertume. Juste une phrase, perçante et calme, une aiguille pointée exactement là où personne ne voulait regarder. Le fils de Ruth Darnell, Mason, avait été tué lors de son 3e déploiement près de la frontière syrienne, pris en embuscade lors d'une patrouille de nuit, le contact avec le commandement ayant été perdu. Il avait reçu la Purple Heart à titre posthume. Ses funérailles avaient eu lieu à Arlington, avec tous les honneurs, jusqu'à ce qu'une arme, qui n'aurait jamais dû être présente, soit dégainée. Sa lettre était brève, 2 pages seulement. Pourtant, elle s'est propagée sur les réseaux sociaux à une vitesse fulgurante. Elle a été lue à voix haute à la télévision, non pas pour son éloquence, mais grâce à une dernière phrase que l'Amérique ne pouvait quitter des yeux. « Il m'a dit un jour, si je meurs, demandez au général Monroe de dire quelques mots pour moi. » Et finalement, ils ne l'ont même pas laissé approcher du corps de mon fils. Cette phrase a secoué la nation.